Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. Bienvenue à toutes et peut-être à tous dans cette première table ronde enregistrée en direct et avec public. Bon, là, en l'occurrence, non, il n'y a personne, mais c'est pas grave. Pour mon podcast Première Couche, si t'écoutes ce podcast en direct et que tu ne me connais pas, chère auditrice, sache que je m'appelle Manon, que je suis la maman de 2 enfants et je suis consultante en sommeil de l'enfant 0-5 ans et de la femme enceinte, c'est méga long. Doula, mais surtout la créatrice de ce podcast. Et si tu écoutes en replay, lorsque je l'aurai diffusé, je te présente mes excuses pour la répétition de la présentation. Alors, qui dit table ronde dit invité, et ça c'est vraiment méga chouette, je me fais trop l'effet d'une présentatrice télé. Enfin, radio du coup, je m'éclate. Bref, aujourd'hui pour cette première table ronde, nous allons tenter de répondre à la question: les parents sont-ils leurs propres meilleurs ennemis ? Et pour m'y aider, j'ai invité Sarah, qui est d'ailleurs celle qui a soumis ce sujet, si je ne m'abuse, Léna, qui ne devrait pas tarder à arriver, et Laetitia. Pour cette première, on débat entre amis, et c'est chouette, j'arrête pas de répéter que c'est chouette, et Nora dirait, si elle était là, comme la chouette maman. Et Louise aussi dirait comme la chouette. Et du coup, Louise dirait aussi comme la chouette. Est-ce que, même si les habitués du podcast vous connaissent, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Allez, je commence. Battez-vous pas. Sarah, moi j'étais dans les premiers épisodes pour ceux qui les ont écoutés, et puis on avait fait un épisode de suite un an après. Je suis séparée du père de mon fils, qui a 4 ans maintenant. Et donc voilà, je pense que en ce qui concerne ton podcast, c'est à peu près tout ce qui est intéressant. Et moi, c'est Laetitia, j'ai eu aussi un épisode. Et moi, je suis la maman de 2 enfants et demi, parce qu'il y en a un qui est bien au chaud pour l'instant, qui est pour fin janvier. Et je suis la maman de Victor qui a 6 ans et de Louise qui a 4 ans et demi. Alors, Léna se présentera quand elle arrivera. Elle devrait pas tarder, je pense. Mais du coup, le sujet, donc on a dit que c'était: les parents sont-ils leurs propres ennemis ? Moi, j'aimerais bien discuter déjà du sens de la question, parce que moi, j'y vois 2 interprétations possibles. Déjà, est-ce que le parent est-il son propre meilleur ennemi, ou les parents sont-ils leurs propres meilleurs ennemis entre eux ? Du coup, Sarah, je vais te lancer là-dessus, parce que vu que c'est toi qui as amené le sujet, et qui était, je trouve, un très bon sujet. Merci. Toi, t'entends quoi par cette question ? Moi, c'était plutôt les autres, en fait. Alors, j'ai aucun doute qu'on soit son propre meilleur ennemi, mais pas forcément que dans la parentalité. Mais c'est surtout avec les autres, en fait. Une fois que, enfin, à partir du moment, ça commence même avant que tu deviennes un parent. Je pense que ça commence quand tu penses à avoir un enfant peut-être un jour, ou même que tu penses ne pas en avoir. Tout le monde a un avis sur la question. Quand t'es une femme, quoi. Quand t'es une femme, ouais. Ça C'est commence clair. quand t'es une femme.
Donc tout le monde a un avis sur quand il faudrait le faire, comment il faudrait le faire, quel quartier de lune il faut le faire pour que ce soit un garçon, euh, quel mois il faut le concevoir pour qu'il soit pas trop âgé quand il aille à l'école et qu'il fasse pas partie des plus petits ni des plus grands de sa classe. Une fois que tu es enceinte, tout le monde a son avis sur ce qu'il faut que tu manges, ce qu'il faut que tu dormes, ce qu'il faut que tu boives, ce qu'il faut que tu bouges, comment il faut que tu accouches, voilà. Et une fois que tu l'as, alors là, c'est la folie. Euh, T'as des avis de partout, de tout le temps, de tout le monde, à tes parents, des gens que tu connais pas. Enfin, il y a des gens des fois qui sont super proches de toi et qui tiennent absolument à te donner leur avis. Et ça peut être très très perturbant, je trouve. Euh, alors, j'en ai qu'un, donc je peux parler que du premier, mais je sais pas si c'est la même chose après pour les autres. Mais en tout cas, quand tu attends le premier, il faut à la fois que tu bouges mais pas trop, que tu dormes mais pas trop, que tu profites parce que tu vas jamais dormir, mais quand même il faut que tu vives ta vie. Euh, voilà, en fonction des gens que tu écoutes, il faut tout faire et c'est très perturbant de pas réussir à se faire son propre avis. Voilà, c'était ça l'idée quand j'ai soumis ce thème. Mais du coup, là, c'est particulièrement sur les gens qui sont déjà parents. Parce que des avis d'autres, on en a de tout le monde, même et j'ai même tendance à penser, surtout de gens pas parents. C'est pas les mêmes avis. Je trouve. C'est vrai. Ça dépend. Vas-y. Je trouve que c'est un peu les deux en fait. C'est-à-dire, je trouve que ceux qui donnent le plus d'avis, presque, c'est soit ceux qui sont pas parents et qui du coup ont des avis ultra tranchés sur comment devrait être la parentalité. Surtout ça, par exemple, quand t'as des enfants en bas âge, les gens qui ne sont pas parents ont souvent des idées extrêmement tranchées sur comment eux ils feraient mieux que toi. Ou alors, quand c'est les gens qui sont parents, c'est les gens qui sont parents mais qui sont plus parents de jeunes enfants, c'est-à-dire qui sont parents d'enfants qui ont 30 ans ou 40 ans et qui disent que ils, ils ont fait comme ça et ça marchait très bien et que eux ils ont la méthode. Et alors c'est un truc que je trouve toujours fascinant parce que quand t'as deux enfants, Manon tu seras peut-être d'accord, quand t'as deux enfants en principe tu te rends compte assez vite que l'idée d'une méthode universelle qui fonctionnerait sur toutes les enfants, c'est du bon gros bullshit. Parce que ce qui marchait c'est clair. parfaitement avec ton aîné, et bah avec ton cadet, c'est de la merde. Et du coup, faut recommencer, faut trouver un nouveau mode d'emploi. Donc, du coup, des gens qui ont eu 2 enfants, 3 enfants, parfois plus, et qui te disent que eux, ils ont la méthode universelle, tu te dis, mais est-ce que tu te fous de ma gueule? Est-ce que t'as complètement perdu la mémoire? Ou est-ce que juste t'es complètement con? C'est le Je vécu. suis pas vraiment d'accord. Non, non, du tout, du tout. Je suis pas d'accord. C'est purement théorique. Je suis pas d'accord. Il y a des gens qui ont des enfants de ton âge et que parce que tu sais, eux, ils ont besoin de dormir la nuit, bah leur enfant fait ses nuits. Ah oui. Oui. T'as pas forcément oui, besoin d'avoir un enfant de 30 ans pour dire des conneries. Et C'est vrai. c'est super dur quand tu dis ah bah non mais moi écoute il mange super bien parce que je lui donne des carottes. Ouais bah moi aussi je lui ai donné des carottes. Quand il est 3 heures du mat et que ton gamin ne dort pas et que à côté t'as une copine qui te dit eh ben écoute moi je lui ai poussé un petit peu sur les fesses et ça a marché il s'est endormi tout de suite tu te sens comme une belle merde. T'as pas besoin qu'ils soient vieux les enfants. Je pense qu'il y en a qui n'imaginent pas que ça puisse se passer autrement que comme eux ça marche si tu veux ça devrait marcher pour tout le monde. Alors tout le monde n'est pas comme ça. En fait, il est là le problème. C'est le manque de remise en question. Surtout que, c'est ce que tu disais, Laetitia. Enfin, il y a un moment, il y a plein de parents qui sont parents de plusieurs enfants et qui devraient se rendre compte que, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas. Enfin, ce que tu as dit là. Il y a pas une méthode universelle. Voilà, exactement, merci. Mais ça fait pas forcément tilt. C'est vrai. Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi on est dans cette compétition permanente? Bah voilà, en fait, je viens de dire pourquoi. Mais je pense qu'il y a un côté de
de non-dit sur un certain nombre de difficultés, c'est-à-dire il y a quand même un certain nombre de difficultés où faut pas trop en parler parce que, enfin du coup c'est un peu un cercle vicieux quoi. Faut pas trop en parler parce que c'est de ta faute ou c'est que tu fais mal, du coup on n'en parle pas, du coup les gens se rendent pas compte que ça existe et du coup les gens chez qui il n'y a pas cette difficulté pensent que cette difficulté n'existe chez personne. Enfin, par exemple le sommeil typiquement. Mm. Tu vas parler de sommeil, tu vas avoir 20 000 personnes qui vont te dire oh, quoi, mais ton enfant de 6 semaines ne fait pas ses nuits, mais c'est parce que tu l'allaites, je pense. Si tu lui donnais le biberon, il ferait ses nuits, hein. Et puis, moi, la cousine de ma belle-sœur, elle lui a dit à la maternité, la nuit, c'est fait pour dormir. Et bah, le bébé, il a fait ses nuits direct après ça. Et Ah bah du voilà, coup, quand tu parles de ces... Du coup, quand tu parles de ces difficultés, t'as ce genre de discours, du coup, bah, t'en parles pas, t'es lu de la question. Et du coup, t'es lu de la question aussi quand ça aurait été avec des gens qui, peut-être, les partageraient et auraient des choses plus intelligentes à dire, ou au moins un peu de compassion, ou au moins un peu de... on partage nos galères. Et, et du coup, les gens qui n'ont pas de galères pensent que c'est juste parce qu'ils sont très très forts et très très malins. Et pas parce que juste ils ont eu beaucoup de bol. On n'en parle pas assez de la chance. je pense que c'est humain de penser que t'es bon quand en fait t'as de la chance. Oui. Que c'est grâce à toi en fait. Mais non, c'est juste que t'as du bol. Puis Et après c'est toujours une combinaison des deux quoi. C'est-à-dire t'as eu la chance de trouver la bonne chose qui marchait sur un bébé très coopératif. Ouais. Donc il y a une petite partie qui vient de toi, une grosse partie qui vient de la chance, et tu retires la petite partie qui vient de toi comme étant l'unique existante. Et justement, il vient d'où, à votre avis, ce besoin d'être le meilleur parent des autres, que les autres, et le meilleur parent de manière générale. Enfin, le meilleur parent de manière générale, j'imagine que c'est aussi parce que tu veux le meilleur pour ton enfant, mais même là, je trouve qu'il y a une notion de performance dans la parentalité. Alors, c'est peut-être un biais avec les réseaux, mais pas tant en fait. Même dans la vie, je vois de ce que j'ai entendu, il y a vraiment ce truc là de je sais comment faire, je suis meilleure que toi. Enfin, ou alors de se comparer dans l'autre sens, tu vois. Je suis qu'une merde, j'arrive pas à faire comme elle. Pourquoi comment on en est arrivé là? C'est fou ça. c'est une bonne question. Je sais pas. Vachement utile comme. Je sais pas. Je pense que c'est humain. Enfin, c'est de vouloir être le meilleur en fait. Et donc tu ne publies. Enfin, et encore que ça change. Ah, je pense qu'il fut un temps où tu ne publiais sur les réseaux que tes victoires et pas Oui, ça beaucoup c'est les sûr. échecs. Et c'est en train de tourner. Et alors, il y a toujours les comptes à paillettes, etc. Mais on voit de plus en plus de comptes qui, bah, le tien, hein, notamment maintenant, mais t'es pas la seule, qui montrent la vraie vie derrière. C'est-à-dire que non, un gamin qui fait ses nuits à 6 mois, c'est pas à 6 semaines, je veux dire, c'est pas la norme. À 6 mois, Mm, moins, mais enfin, ça peut arriver. Mais à 6 semaines, c'est pas la norme. Et pendant très Mm. longtemps, on a juste publié des, des- des témoignages de gens qui disaient que oui, leur enfant dormait à 6 semaines. Voilà. Et leurs enfants mangent tous bien, et les maisons sont toutes rangées comme il faut. Et quand toi, tu vois ta maison qui est pleine de jouets, que t'as pas eu le temps de passer le balai, parce que c'était ça, ou jouer au tout petit bébé Laïd, toute ressemblance avec une mm. tante, Serait purement fortuite. qui a dit non, ma maison n'est pas rangée parce que j'ai préféré jouer avec mon fils. Mais je vais pas aller mettre sur les réseaux une photo de ma maison en bordel en disant aujourd'hui j'ai préféré jouer avec mon fils, quoi. Donc je trouve il manque encore cette vraie vie qui arrive heureusement de plus en plus. Mais dans Il les suffit de voir mes Mais stories quand je fais mon sport, hein. C'est le oui bordel. voilà, mais je pense que ça fait du bien de voir ça. je pense Et- qu'il y a un gros biais sur les réseaux aussi. C'est que souvent les images qu'on voit sur les réseaux, en particulier sur les gros comptes, mais les gros comptes étant ceux qui sont par définition le plus vus,
c'est que t'as l'impression que les gens ils partagent leur vie, mais en fait t'es dans un clip publicitaire, rien d'autre. Ouais. Et quand dans un clip publicitaire, tu vois une maison qui est rangée, bah tu te dis bah oui bien sûr c'est rangé, c'est pour la pub. Mais quand tu le vois sur un compte, sur un gros compte Instagram, t'as plus le réflexe de te dire la personne partage sa vie, alors qu'en fait la personne son boulot c'est de mettre en scène sa vie pour avoir des partenariats, pour etc. Et donc du coup, bah, elle te partage pas sa vie, elle te partage un clip publicitaire inspiré de sa vie, librement, et ne collant pas parfaitement à la réalité. Et du coup, bah... Mais ouais, prétendant le contraire. c'est ça. Donc c'est une espèce de... C'est plus fourbe encore, entre guillemets. Je sais pas si fourbe est le mot, mais c'est plus vicieux. Je sais pas si c'est mieux comme mot. Que la publicité. C'est-à-dire c'est une publicité qui dit pas son nom, mais qui est tout aussi mise en scène que le clip que tu verras à la télé à 20h30 avant le match de foot, quoi. C'est De hyper... rugby en ce moment, pardon. Ouais, c'est hyper... c'est vrai, c'est très 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 vrai. Alors, je vais juste... et à Flo, qui est avec nous. Bonjour Flo. Et qui me dit qu'apparemment, on m'entend très peu. On entend très très bien Laetitia. Et on entend bien Sarah. Donc, je vais baisser un petit peu tout le monde. Et est-ce que là, c'est un peu mieux? Mais pour ça, les filles, il faut parler. Du coup, je rebondis sur le côté pub. C'est le fait que ce soit une pub qui soit pas décrite comme telle, c'est hyper culpabilisant, je crois. Parce que au Mm. début, après, je crois que quand tu vieillis en tant que parent, enfin quand tu mûris, on va dire, en tant que parent, t'arrives à t'en foutre un peu plus. Mais quand t'es dans les couches, enfin sous l'eau, que tu passes ton temps à changer des couches, nettoyer ou alors pendant que tes gamins mangent et qu'il y en a partout, la compote de cerises et de la Oui. purée de betterave, eh ben, comment les mecs ils arrivent à faire ça, quoi? Comment ils arrivent à donner à manger à leurs gamins et il n'y en a pas partout? Et encore. Ça, c'est un grand... C'est la question que je me pose en ce moment. Le mien était relativement propre et j'avais la chance d'avoir un gros labrador qui m'aidait à faire le ménage. Mais bon, ça fait cher la DME, quoi. S'il faut commencer à C'est acheter un clair. chien. Mais je voyais quand Je j'étais trouve chez que moi, la DME est moins salissante. Je fais une petite parenthèse là. La DME est vachement moins salissante que... T'as fait de la DME? Ouais, je suis en train. Que les D'accord. purées. Et ben, moi, la purée, il y en a absolument partout. C'est horrible à nettoyer. La DME, un coup de balai, c'est fini. Attends, attends un peu. attends un mois ou deux. Attends un mois ou deux que Isaac progresse en motricité fine et qu'il arrive à bien... Bien. Tu vois, il va pré-mâchouiller, après il va recracher, après il va jeter sur la fenêtre. Ah, mais je sais, je connais, hein, Nora, elle a fait pareil. Ah oui. Mais je sais persiste pas, à dire que la purée, c'est horrible parce que ça colle, faut sortir l'éponge, tout ça, alors que la DME, un coup de balai, peut-être un coup de serpillière, allez, d'accord. Ah, quand c'est mâchouillé recraché, ça colle aussi, hein, Ouais, et c'est c'est dégueulasse. vrai. Hein. C'est- Mais quand même, je préfère la DME, moi, personnellement. Mais d'ailleurs, sortons un peu d'Instagram, là, dans la vraie vie. C'est comment autour de vous? Alors Laetitia, on a eu un petit aperçu tout à l'heure. Oui, alors après ça serait pas complètement vrai de dire que c'est comme ça autour de moi. C'est-à-dire que là, j'ai décrit le pire dans ce qui peut exister autour de moi, mais rassurez-vous, il y a aussi plein de gens qui juste partagent, enfin, d'autres parents avec qui on peut échanger normalement. Par exemple, Victor et Louise étaient en crèche parentale. Et à la crèche parentale, on faisait souvent des petits déj parents le matin après avoir déposé nos enfants et où on pouvait parler librement de tous nos soucis. Entre autres, hein, pas que de tous nos soucis, mais aussi de tous les trucs chouettes aussi, mais aussi de tous nos soucis sans ni jugement, ni haha, moi je sais faire, t'es trop nul. Donc rassurez-vous, il y a aussi plein de gens très chouettes, plein de gens très chouettes autour de moi dans ma vie. Et toi, Sarah? Moi, j'ai des gens qui ont des enfants d'une trentaine d'années dans ma vie. On va dire, allez, au hasard, mes parents. Et qui, au contraire, je les ai trouvés... ça a été mes plus grands soutiens, je pense, au début.
parce que ma mère m'a toujours dit, ben, c'est toi qui sens, quoi. T'es la mère, tu sais faire. Donc des fois, ça manque un petit peu de conseils, en disant, mais dis-moi quoi faire, parce que tu vois bien que là, je ne sais pas. Mais ça a jamais été, moi, vous avez dormi à tel âge, et non, c'était plutôt, ben dis donc, on en a chié, c'était compliqué pour vous de dormir. Enfin, toi, t'as dormi relativement vite, ta sœur, elle a fait ses nuits beaucoup plus tard. Enfin, et, Eh et surtout, je pense que mes parents... Salut Léna, si t'es là. Ouais. Et mes parents ont toujours fait comme je voulais avec mon fils. C'est-à-dire que même quand il est chez eux en Ouais. vacances, il y a des règles de base et un fonctionnement de base qui ne changent pas. Et après, eux, ils l'adaptent pour être chez eux. Donc il existe aussi des gens qui ont des enfants de 30 ans et qui se souviennent de comment c'était il y a 30 ans. Voilà. Trop Juste, cool. Bon, on ne du va... coup, je vous mets en pause, les filles. Léna est arrivée. Youpi! Salut Léna, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Non. D'accord. C'était un nom. Dommage, les aléas du direct, on va dire. Elle nous entend pas. Alors après, pour rendre justice à mes parents quand même, mes parents, c'est pas eux qui sont le plus sur les conseils. Ah ouais, mais moi j'ai l'unique bonne méthode et tu devrais faire ça, qui est l'unique bonne méthode, ça marche. C'était d'autres personnes de mon entourage. Mes parents ont d'autres défauts, mais pas celui-là. Et Allô? par Bonjour. contre, ma... Hein? Oh, Léna! On t'entend. Coucou Léna. Désolée d'arriver si tard. Mais pas de soucis, on comprend. Alors, pareil, toi, on t'entend pas très fort, je sais pas vous, mais Attends, je vais essayer de parler plus près. Est-ce que vous m'entendez mieux là? beaucoup Ah là, on t'entend mieux. mieux. Parfait. je vais Alors, rester du coup, excuse-moi. Bah, Laetitia, je te laisse finir et Ouais, après, je finis je passe à Je voulais l'arrivée juste de dire, Léna. ma belle-mère a eu un conseil absolument pertinent quand j'étais enceinte de Victor. Donc j'étais enceinte de Victor et je râlais parce que au restaurant, le serveur avait été méga relou à vouloir absolument que je commande de l'alcool alors que je lui ai dit mais je suis enceinte, je ne bois pas d'alcool. Non, mais ça. Et elle m'a dit non mais de toute façon, la grossesse c'est juste un moment pour te préparer. Parce que pendant ta grossesse, tu vas avoir plein de conseils bizarres, étranges, non sollicités de gens. Et c'est juste pour t'entraîner parce que quand tu seras maman, ça sera pire. Et ma foi, Anne, je dois dire que tu as raison là-dedans. Alors, j'avais dit que je ferais quelque chose quand Léna arriverait. Attention, est-ce que ça va fonctionner? Salut Léna, trop Bonjour. chouette, on a réussi. Ouais, dis donc, ce fut intense, mais je suis là. Et je crois bonjour Nour, Oui, si Nour j'ai est bien là aussi, entendu. Nour est là aussi avec moi. Est-ce que tu peux essayer de rapprocher ton micro s'il te plaît parce qu'on t'entend de très 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 loin. Ok, je suis le plus près possible. Ok, super. Léna, est-ce que on a fait un petit tour de salle au début? Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Fort bien. Je m'appelle Léna, j'ai 33 ans, je suis enseignante, professeure des écoles. J'ai 2 enfants, Manek qui va avoir 4 ans et Nour qui a 1 an et demi. Et j'habite en Et Bretagne. qui est avec nous Et maintenant. qui est avec nous parce que le mardi, elle reste avec sa maman. Donc c'est notre journée, donc elle est là. Et j'habite en Bretagne, voilà. Meilleure région du monde, Laetitia va pas être d'accord. Le Normand en moi dit quand même attention. Et donc le sujet du jour, tu le sais, mais je vais relancer un petit peu, je vais refaire un petit rewind des questions qu'on a déjà abordées. C'est les parents sont-ils leurs propres meilleurs ennemis? J'ai commencé par demander comment vous interprétiez la question parce que moi je l'interprétais de 2 façons. Ok. Soit est-ce que les parents un parent est-il son propre meilleur ennemi ou est-ce que les parents en tant que groupe sont leurs meilleurs ennemis entre eux? Ah. Toi tu l'avais compris comment la question? Ah, eh ben moi je l'avais plutôt compris de ta première version. Est-ce que moi, en tant que parent, je suis ma propre meilleure ennemie? Est-ce que je me fais suffisamment confiance ou est-ce qu'au contraire je me mets des bâtons dans les roues? Je l'avais plutôt comprise comme ça.
Ah, du coup, je trouve que c'est les deux sujets, enfin les deux versions sont hyper intéressantes. On était plutôt parti sur la deuxième, du coup. Mais je pense qu'on pourrait parler aussi de la première qui sera... Parce que, oui, je pense qu'il y en a qui sont leurs propres meilleurs ennemis, malheureusement. Et oui, je pense que c'est important d'en parler. Enfin, moi, je sais que j'ai été ma propre meilleure ennemie les premiers mois de mon fils, honnêtement. Et je pense que les deux sont un peu liés aussi, tu vois. Parce que Oui, le oui. fait que parfois on peut rentrer dans des angoisses qui sont dues à ce qu'on nous renvoie, que d'autres parents nous renvoient et qui font que du coup on se fait plus confiance. Tout à fait. Et après, on a abordé le fait que sur les réseaux, on voyait, moins maintenant, mais on voyait des personnes qui partageaient leur vie, mais qui en fait partageaient des... Comment tu as dit, Laetitia? Des clips publicitaires. C'est de la publicité déguisée, en fait. Ah oui. Leur vie n'est pas plus réelle que la vie dans la pub à la télé. Ah oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Sauf qu'ils le disent pas. Ils te présentent ça comme étant leur vraie vie. C'est ça. Oui, Et que du coup, ça culpabilisait vachement les gens. Absolument, je suis bien d'accord. Et j'ai aussi posé la question de comment on en est arrivé à cette compétition permanente entre parents de dire « Moi, je suis le meilleur parent. Meilleur que toi. » Ou alors « Moi, je suis tellement une merde parce que j'arrive pas à faire comme toi. » C'est une excellente question. J'ai quelques idées, mais j'imagine que vous avez déjà dégrossi. Non, la dégrossir a été, je sais pas. Ah. Sarah a été très volubile sur la réponse, n'est-ce pas, Sarah? Toujours là, toujours quand t'as besoin. Eh ben, moi, à titre personnel, je pense qu'on est dans une société depuis plusieurs décennies qui est très, très, très individualiste et basée sur la réussite personnelle. Et avant, être parent, c'était pas une forme de réussite d'un point de vue professionnel, alors que maintenant, ça l'est devenu, j'ai l'impression. Ah oui? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où être parent, c'est pas un travail. Enfin, si, c'est un travail. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas rémunéré pour ça, mais en fait, on fait quelque chose. On agit d'un point de vue. On agit sur ce que vont devenir nos enfants, d'une certaine façon. Et en fait, il y a une espèce du coup de. En tant qu'individu, on se doit d'être parfait sur le plan professionnel. On doit être le meilleur tout le temps. En fait, dès la petite enfance, on nous demande d'être le meilleur. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend de nos enfants qu'ils soient les meilleurs et on attend des parents qu'ils soient aussi les meilleurs, tu vois. Ah ouais, c'est cette course à la réussite qui... Et tu crois qu'avant, c'était pas comme ça? Je pense qu'avant, le rôle du parent, il était plus... il était moins exposé. Il y avait moins les réseaux sociaux, il y avait moins... on prenait pas autant de place, en fait. Ça restait dans la sphère familiale. Je pense qu'il y a eu à un moment une bascule avant les réseaux sociaux quand même, hein, mais je pense qu'il y a 50 ans ou 70 ans, il n'y avait pas autant d'enjeux sur l'éducation des enfants déjà. Et du coup, il n'y avait pas autant d'enjeux aussi sur la réussite individuelle. Okay. Laetitia, tu voulais dire quoi? Je pense aussi qu'à l'époque de nos grands-mères, être parent, c'était un état de fait qu'allait arriver à une étape de ta vie. C'était une étape de ta vie, en fait. Exactement. Et qui était parfois subie, d'ailleurs, hein, parce que c'était pas toujours... ça pouvait être subi, ça pouvait être trop, mais c'était comme ça et pas autrement. Et maintenant, comme c'est un choix, comme c'est quelque chose que tu peux choisir dans une certaine mesure, et bah c'est quelque chose que tu te dois de réussir et être performant. Tout à fait. Alors qu'en fait, non. L'accès à la contraception, en fait, aurait rendu la parentalité une discipline comme une autre. Je dirais pas que c'est l'accès à la contraception. Enfin, je pense que ça a joué. Mais je pense qu'il y a un tout. Il n'y a pas que ça. Le fait aussi que ce soit... moi, je pense vraiment que le fait qu'il y ait plus... pour moi, il y a plusieurs facteurs. Il y a ce que dit Laetitia. Il y a la place... Moi, je pense vraiment que l'exposition qu'on se donne sur les réseaux, sur Internet, c'est aussi regarder ce que je sais faire. Et ça joue sur tous les plans, en fait. Regardez comme je sais faire, je sais pas moi, de la belle broderie, comme je sais écrire des histoires, regardez comme je travaille bien, regardez ce que je fais avec mes enfants. En fait, c'est un tout. Et comme dit Laetitia, en plus de ça, maintenant, on choisit d'avoir des enfants. Et en fait, en choisissant d'avoir des enfants, on se doit de le faire correctement, tu vois.
Et je Ouais. pense C'est un peu le revers de la médaille. Genre, comme t'as choisi, du coup, ah bah, on va pas juste te laisser le choix et ne pas te foutre une contrainte par derrière. Faut qu'on te rajoute une contrainte de, bah maintenant, du coup, t'as choisi, donc faut que tu le fasses parfaitement. faut que tu aies de nouvelles injonctions. Faut que tu aies de nouvelles injonctions. C'est ça. Sarah? juste avoir des enfants. Parce que maintenant qu'il y a le lait maternisé, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, le lait en boîte, quoi. Ou- Maintenant qu'il y a le lait en boîte, si tu veux allaiter, t'as intérêt à réussir. Parce que de toute Oui. façon, c'est un choix, tu vois, parce que tu aurais pu choisir autre chose. Si tu veux mettre des couches lavables, maintenant qu'il y a les couches jetables, t'es obligé de réussir. Ouais. Vu qu'à chaque fois, il y a une alternative, en fait, avec ce que tu fais, si tu veux le faire, il faut que tu réussisses. Et que tu le Sinon, fasses t'avais qu'à parfaitement. prendre d'autres solutions, c'est de ta faute, quoi. Ouais. Donc, suis c'est d'accord plus avec Sarah. général, je pense. C'est hyper intéressant ce que vous dites. J'adore. Je pense que on est aussi dans une société ultra capitaliste. Enfin, je veux pas refaire l'histoire de ça, mais honnêtement, on est dans une société où la réussite, elle passe par les thunes et elle passe par la place qu'on a dedans. Donc, si on décide Ouais. de pas travailler pour ses enfants, ça veut dire que du coup, on va avoir moins d'argent, mais du coup, il faut qu'on montre que si tout l'investissement qu'on ne donne pas dans son travail, on le donne pour ses enfants. Ça doit être rentable. Pas forcément Ouais, on doit être toujours financièrement, productif et rentable. voilà, c'est une sorte de production de à cet enfant, on va en faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas conceptualisé, évidemment, les gens se disent pas ça, et heureusement, mais Et il faut aimer ce que tu fais. Quoi que tu fasses, oui. t'as pas le droit de regretter ton choix. Ah bah oui, tu l'as choisi. Tu l'as choisi, donc tu n'as Enfin, pas le droit de Sarah. regretter. Ouais, mais c'est dur, c'est dur. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, on pourrait carrément en faire un autre sujet de table ronde parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Bien sûr. C'est vrai qu'on a Et du coup, parce que j'aimerais bien que ça tienne en 1 heure, Ouais. max. J'aimerais bien parler de cette première interprétation de comment vous avez ressenti votre maternité. Est-ce que vous vous êtes senti en accord avec vous-même? Je connais vos réponses à peu près toutes, mais pas les auditoristes. Est-ce que vous vous êtes retrouvés en accord avec vous-même? Est-ce que vous vous êtes mis vous-même des bâtons dans les roues? Est-ce que vous avez été vos propres meilleurs ennemis? Si oui, est-ce que vous en êtes sortis? Si oui, comment vous vous en êtes sortis? Allez, Laetitia. Bah moi je pense ne pas avoir été ma propre meilleure ennemie. Je pense que en fait, alors je sais pas pourquoi parce que je suis pas quelqu'un qui ait tout le temps confiance dans ce que je fais et dans le fait de faire bien ce que je fais dans ma vie. Mais alors dans la parentalité, j'ai à peu près toujours dit non mais c'est bon, ça roule. Ça va, ce que je fais, c'est bien. Et je pense que une des choses, c'est malgré les râleries que j'ai pu avoir au début, j'étais quand même globalement bien entourée. Globalement entourée de gens qui avec lesquels les discussions étaient aidantes et me permettaient de justement ne pas être ma meilleure ennemie et de me sentir compétente, de me sentir bien. Tu t'es jamais Donc, mis la pression en fait. Et bah très peu. Léna, Et toi je- tu disais que toi t'étais sûre d'avoir été ta propre meilleure ennemie. Ah oui, c'est sûr. Comment par rapport à ce que dit Laetitia du fait qu'elle a été bien entourée, c'est quoi qui a changé pour toi? Alors moi, j'ai été très bien entourée aussi, parce que comme j'en avais un peu parlé dans l'épisode que tu as fait avec moi, j'ai une maman qui est vraiment très bienveillante et de très très bons conseils, et d'ailleurs qui m'a aidée à sortir de cette phase où je me faisais pas confiance. Mais par contre, ce qui était compliqué pour moi, c'est que déjà, je suis très angoissée comme personne, de manière générale. Je stresse très vite, enfin, je me monte très vite la tête pour des petites choses, et je me fais beaucoup de films sur ce qui va se passer avant même que ça n'arrive. Et du coup, j'ai du mal à un peu lâcher prise. Et la deuxième difficulté qu'on a eue tous les deux avec mon copain, c'est qu'on avait un bébé qui pleurait énormément. Et moi, il y a une chose que j'ai retenue
des trucs que j'avais lus, que j'avais essayé de pas trop écouter, mais que j'ai quand même retenu, c'était qu'il faut pas qu'un bébé il pleure. En tout cas, il faut pas le laisser pleurer tout seul. Moi, j'avais retenu ça. Alors que... Voilà, c'est plus compliqué que ça, maintenant on le sait, mais quand je suis devenue maman, Ouais. c'était une angoisse, alors que c'était... Alors je précise que moi, mon angoisse, c'était pas par rapport au cortisol, parce que ça, j'avais pas lu dessus, et le peu que j'en avais lu, j'avais trouvé ça un peu bizarre, mais c'était plus au niveau de l'attachement, de l'affect. Moi, je pensais que si je laissais mon bébé pleurer tout seul, il allait se sentir abandonné et que du coup, il serait malheureux et que qu'en grandissant, il aurait des troubles de l'attachement. Enfin bon, c'est parti un petit peu loin. Encore une fois, maintenant, je précise que je sais que c'est bien plus compliqué que ça et que ça marche pas aussi binaire. Mais voilà, mes premiers mois ont été vraiment pourris par ça, et du coup, je pensais que j'étais une très mauvaise mère parce que mon bébé pleurait et que j'arrivais pas à le calmer. Et du coup, je m'auto-flagellais en permanence. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends. Voilà. Et on est tous mères. Hein. Et je pense que tous ceux qui écouteront sauront. Voilà, que ma fille pleure parce que son camion n'est pas bien mis. Voilà. Ou auront des conseils et des méthodes toutes faites à proposer en disant non mais quand même c'était tellement facile de pas avoir un enfant qui pleure. Et ouais, moi ce qui m'a vraiment un peu sortir de ça, c'est quand déjà j'ai réussi à me détacher de cette idée que en fait c'est pas grave. Ma mère un jour m'a dit écoute Léna, je sais pas comment te le dire, mais je vais te le dire, c'est pas grave en fait s'il pleure ton bébé. Et elle m'a dit est-ce que toi t'as l'impression que, ayant été toi-même un bébé qui pleurait beaucoup, est-ce que t'as l'impression d'avoir manqué d'amour? Et en fait non, j'ai un super attachement avec ma mère, une super relation avec ma mère, et je dirais même que ma mère a été la mère suffisamment bonne de Winnicott, et en fait je me suis dit oui, je pense que ma mère a tout bien fait, peut-être qu'elle a fait des erreurs, mais dans l'ensemble elle a tout bien fait, et pourtant j'ai pleuré, donc a priori c'est pas grave. Et c'est ça qui m'a un peu aidé à sortir, de m'extirper de cette culpabilité que je m'étais moi-même auto-créée, quoi. Ouais, toujours la nuance, hein. Évidemment, je reprends ton exemple du coup des pleurs, qui est quand même assez parlant dans ton histoire. Oui, un bébé qui pleure tout seul toute la journée, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bon pour lui. Et un bébé qui pleure, un bébé ça pleure, et il y a des bébés qui pleurent. En l'occurrence, le tien avait RGO aussi, non? Oui, le mien avait un RGO. Oui, donc il avait mal et il n'y a rien à faire à un moment donné. Et il est quand même aimé, cet enfant. Et je pense qu'il le sait, oui. Et qui, je pense qu'il le sait aussi. Et voilà, c'est ce que tu disais, c'est bien plus compliqué que juste est-ce que ton enfant pleure ou est-ce qu'il pleure pas. Il y a les tempéraments, il y a les personnalités, il y a les douleurs, les comme histoires, le tien. Ouais, tout à fait. Les histoires aussi, ouais. Sarah, toi, tu répondrais quoi à ma question de tout à l'heure, est-ce que toi, t'as été ta propre meilleure ennemie? Je pense que j'ai pas été aidée pendant ma grossesse et au début de la vie de mon fils. Donc, je pouvais compter que sur moi. Et je sais pas comment dire. Au début, j'ai été ma meilleure ennemie, c'est sûr, parce que comme Léna, il fallait pas qu'il pleure. Enfin, ça m'angoissait moi qu'il pleure, ça me mettait dans des états pas possibles. Il fallait que tout se passe bien parce que j'étais en dépression postpartum et que si le moindre truc qui allait péter allait moi me foutre par terre, hein, très honnêtement, je m'en suis rendu compte après. Et puis j'ai vu une psy. Pour justement m'aider à... j'arrivais pas à arrêter l'allaitement, mais j'en pouvais plus. Mais j'étais toujours balancée entre il faut continuer parce que c'est bon pour lui, et oui, mais là, il va bientôt avoir 2 ans quand même. Et ça devient plus bon pour moi. Il y a un moment où moi, j'étais arrivée à... c'est pas possible, quoi. Donc j'ai vu on pouvait plus à faire ça. Et donc je suis passée de ma meilleure ennemie à... Pas ma meilleure amie, mais j'étais plus mon ennemie, voilà. Et je pense que maintenant, alors il y a encore, je souffre avec beaucoup de guillemets encore de beaucoup de dictates, de ce que les gens vont penser, etc. Mais j'apprends à m'en débarrasser le plus possible. Et il n'y a pas à dire quand on y arrive, ça fait bien.
Selon vous, pourquoi on devient son propre meilleur ennemi? C'est toujours cette histoire de performance? Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Il y a beaucoup de angoisse et de pression personnelle. Enfin, en tout cas, dans le cas de la parentalité, il faut pas casser son bébé, quoi. Et je trouve qu'il y a un enjeu très, 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 très fort sur nos comportements peuvent impacter nos enfants. En fait, ça, on peut pas le nier. Mais on sait pas lesquels. On sait jamais à quel moment ça, ça peut basculer. Si, on sait d'une certaine façon que c'est les comportements toxiques à répétition qui peuvent impacter nos enfants. Mais des fois, moi, je me souviens que je me disais, est-ce que là, je suis en train de le casser? Est-ce que là, je suis en train de le casser? Il y a un côté un peu... on veut faire des enfants parfaits, en fait. On veut faire des enfants qui vont bien, bien sûr, mais on veut aussi qu'il y ait rien du tout qui les abîme. Et puis je pense qu'on n'est pas Ça, aidé c'est par pas possible. les nombreux psys des différentes émissions et bouquins pour parents et revues et radios et tout ça. Il y a des psys partout, tout le temps, qui nous expliquent tout et son contraire. C'est vrai. Et donc, comme le cerveau humain est un peu mal foutu des fois, je sais que moi, le mien ne retenait que ce que je faisais de mal. Même si, juste après, il y avait un psy qui disait non, mais en fait, ce que tu fais, ça va. Ouais, mais le premier, il a dit que ça allait casser mon bébé. Donc, je pense que ça aide pas à se sentir. Et là, c'est l'angoisse qui parle, Ouais, complètement. Ouais. de retenir que ce qu'on fait mal. Parce que j'espère qu'il y en a des gens qui retiennent que ce qu'ils font bien. Enfin, je dis j'espère, mais ça, des fois, c'est même un peu trop C'est vrai, tu as de raison. l'autre côté. C'est vrai que tu as raison qu'on pense souvent à est-ce que là j'ai fait un truc mal, mais on pense rarement à là c'est vachement bien ce que je suis en train de faire. Et pourtant, il faudrait. Et pourtant il faudrait. Là je suis en train de lui donner des billes pour l'avenir, là je suis en train de... En fait, faut retenir les deux. Hein. Ça va être très sexiste ce que je vais dire, mais je pense que les pères ont beaucoup moins ce genre de questions que les mères. Alors ça dépend des pères, hein, parce que moi le mien, Ça le mien, dépend. pas mon père, mais le père de mes enfants, je trouve qu'il n'est pas encore sorti d'être son meilleur ennemi, justement. Ah oui? Oui, si. C'est intéressant, ça. Ah ouais, clairement. Toi, t'as fait ce chemin, mais pas lui. Il en a fait un petit peu, mais il y a encore des aspects sur lesquels il est très inquiet de ce qu'il fait, quoi. Il doute beaucoup d'être un bon père, de bien faire. Tu Mais pour le retrouves coup, ça, je pense Laetitia, que- toi, chez ton mari? Je pense que Mickaël est globalement Enfin, je pense que Mickaël est à peu près comme moi, en fait, mais depuis le début. Et après, je pense que sociétalement, c'est effectivement quelque chose qui, en moyenne, va être moins présent chez les pères, parce que les pères, la moindre chose qu'ils font pour s'occuper de leur enfant, Oui, on les félicite. Direct. c'est oh, alléluia, il a changé une couche, c'est le père parfait. Oui, Et ça, mais Mickaël, il était toujours en mode, mais what the fuck les gens, parce que effectivement, Mickaël a changé plus de couches que moi. Entre autres parce que je suis quelqu'un de beaucoup plus sensible aux odeurs que lui et que pour changer les couches, il faut que je me retienne de respirer, sinon j'ai des hauts le cœur, même après 2 enfants. Et du coup, dès que les gens voyaient, oh, mais qu'est-ce que t'as de la chance, il change les couches, oh là là, oh quel père parfait. Non mais, et lui il était là, mais enfin, je sais pas, on l'a fait à 2, on s'en occupe à 2, calmez-vous les gens. Non, c'est toi, la mère. Et y compris des inconnus. Ah ouais? Des inconnus dans la rue, tu vois, genre, il va faire des courses avec Victor ou Louise en écharpe ou dans la poussette, et puis t'as des inconnus qui vont, d'une part, petit 1, s'émerveiller du fait qu'il est là avec son enfant, et d'autre part, quand même, lui donner quelques conseils. Genre en mode haha, on sait que t'es le père et que en fait tu sais pas t'occuper d'un bébé, mais c'est pas grave parce que t'es le père, donc déjà le fait que tu le fasses, mais c'était vraiment extrêmement déplacé, extrêmement étrange. C'est vrai qu'il y a Mais une bon. présomption d'incompétence chez les pères. Alors, on dévie clairement du sujet, mais Léna, ton mec, il l'a ressenti, ça? Ah clairement. Hein.
Déjà parce que dans sa famille, à chaque fois qu'il y a une question à poser sur mes enfants ou un conseil, c'est à moi qu'on la pose, c'est à moi qu'on le donne. Et à chaque fois, je dis, mais Ah ouais? enfin, déjà, dans la famille de Simon, hein. Donc je dis, mais enfin, c'est votre, enfin, je suis pas votre enfant, moi, c'est lui là, votre enfant. Et puis en fait, c'est lui qui s'occupe de cette partie-là, donc ça serait peut-être mieux de le conseiller lui, parce que moi, ça, je m'en occupe pas en fait. Est-ce que justement ça va pas agir sur le fait qu'il arrive pas encore à se prendre confiance en lui? Si, je pense que ça joue. Je pense que, ça rejoint ce que dit Laetitia. Je pense que le fait que la société part du principe que c'est les mères qui s'occupent des enfants et que les pères, c'est bien, ils changent un peu les couches, mais bon, ils sont un peu incompétents quand même. Et du coup, ça éclabousse un petit peu les proches de mon copain qui sont un peu dans ce schéma aussi. Bah oui, pour lui, il doute. Et puis, il a une espèce de pression qui est un peu similaire à la nôtre, qui n'est pas représentative je pense, de beaucoup d'hommes, hein, mais en tout cas, lui, il le vit comme ça, d'être le père qu'il n'a pas eu et qu'il voudrait avoir, qu'il aurait voulu avoir et oui, qu'il voudrait être pour ses enfants. Le père parfait qui s'occupe parfaitement de ses enfants, qui est hyper présent. Et il est hyper présent et il s'occupe très bien de ses enfants, mais pour lui, dès qu'il fait une petite erreur entre guillemets, hein, parce que bon, en vrai, je trouve pas qu'il en fasse beaucoup, et ben tout de suite, il est nul, quoi. Eh ben, je vais vous laisser continuer. Entre vous trois, je vais aller chercher mon fils et je reviens. Il va falloir que quelqu'un prenne. Mais je pense qu'il y a une différence. Alors, encore une fois, au niveau sociétal, hein, entre la vision de la société sur l'incompétence des pères et l'incompétence des mères. C'est-à-dire le père, il va être incompétent, mais c'est une incompétence mignonne parce que oh là là, c'est touchant, il essaye, mais bon, il est quand même nul, mais c'est quand même trop mignon. Alors que la mère, elle est incompétente, mais ça va casser son enfant. Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Au niveau de la société, il y a quand même un côté très comme ça, alors que, bah, merde, cet enfant, non, enfin, c'est autant ses deux parents, quoi. Oui, je suis bien d'accord. Et c'est vrai que souvent quand il y a des soucis de développement chez l'enfant, on va tout de suite dire « Ah, mais c'est parce que sa mère, elle a été comme ci, comme ça. » Et on oublie de penser qu'en fait, il a aussi un père, cet enfant. Et qu'il est tout aussi responsable du développement de son enfant. Et que des fois, c'est de la faute de personne. Oui, alors aussi, bien sûr, mais encore plus. des fois, c'est juste un gène comme ça, enfin un gène ou un terrain génétique et c'est. Bien sûr, je parlais dans le cas de troubles de l'attachement plutôt. Dis donc, ma chérie, tu sens un petit peu la couche là, hein? C'est la faute de la mère. Si tu allaites, il faut allaiter, mais pas trop longtemps. Il faut qu'il fasse ses nuits dans sa chambre, mais d'abord dans la tienne, mais pas trop longtemps. Il faut que tu reprennes le boulot vite, mais pas trop vite non plus. Il faut que tu reprennes une vie sexuelle tout de suite après l'accouchement, parce que monsieur va être frustré. Et donc voilà, c'est toujours la faute de la mère, quoi qu'il arrive, et je pense que ça aide pas. Puisque de toute façon, quand tu essaies de faire les choses bien, dès que ça merde, c'est de ta faute. Et donc je pense que quand tu as un fond angoissé, comme certaines d'entre nous peuvent l'être, ça aide pas. Puisque de toute façon, tu sais que ça va être de ta faute. Donc tu cherches même pas ailleurs, quoi. C'est forcément un truc que tu as fait. Il reste à trouver lequel. C'est un peu ça, ouais. Et c'est compliqué, je trouve. Et après, quand ton gamin grandit, je pense que c'est plus facile de s'en libérer parce qu'il peut parler, il peut communiquer. Il peut dire là ça va pas, là j'ai mal, voilà. Ou quand ça m'arrive de m'énerver contre lui assez régulièrement ces derniers temps. Et il est capable de dire maman j'ai eu peur quand tu t'es fâchée, maman j'ai. Et c'est vachement plus facile d'adapter ton comportement à ton enfant. Tout à fait. Plutôt que quand il pleure et que là tu dis merde j'ai fait une connerie. Pourquoi il pleure ? C'est clair. Qu'est-ce que j'ai dit ? Puis quand ton gamin grandit, tu vois aussi qu'il va globalement bien en fait. Ouais. Donc, dans l'ensemble, tu fais quand même plutôt bien. Et quand effectivement tu sais que s'il va pas bien, c'est à cause d'un trouble qui n'a rien à voir avec toi, ça te permet aussi de te dire bon bah oui effectivement il y a des difficultés, mais c'est pas ma faute. Et moi ce que je fais, ça roule. Ouais. Et au contraire même, ça peut même l'aider dans ce truc qui est pas de ma faute. Tout à fait. Et c'est valorisant, ça fait du bien. Mais bon, oui, c'est compliqué. Les petits, de toute façon, c'est toujours ta faute, quoi. C'est ce que je retiens, moi, de
des 2 premières années de mon fils, je pense. C'est que j'avais l'impression que tout était de ma faute tout le temps. Eh ben moi, je vais poser la question qui suit. Alors, est-ce que vous diriez, bon, Laetitia, ce sera un grand oui, mais est-ce que vous diriez que à l'heure actuelle, vous êtes plutôt contente de la mère que vous êtes? Oh, trop bien, j'adore revenir sur cette question. Oui, moi je dirais oui. Je suis contente de la mère que je suis, même s'il y a des fois où je merde, hein, clairement. Mais je sais le reconnaître et je sais ne pas me flageller. En disant, bon, bah, j'ai merdé. J'ai fait ce que je pensais être bon au moment où je l'ai fait, avec les infos que j'avais, au moment où j'ai pris cette décision. Je suis capable d'être sereine vis-à-vis de ça. Et quand je vois mon fils, je suis contente d'être sa mère et je suis contente de la mère que je suis. Et je suis contente du père qu'il a aussi, même si c'était pas gagné. Et que ça, pour ça, c'est pas pour grand chose. Mais ça compte. Voilà. Donc moi, oui. Moi, globalement, oui aussi. Manifestement, mes enfants ont l'air d'être contents de la mère qu'ils ont. Donc, donc ça aide aussi. Après, bah, voilà, hein, je fais des conneries, je continuerai à en faire. Et c'est la vie. Et comme disait Léna, si déjà je suis une mère suffisamment bonne, bah ma foi, ça sera déjà très bien. Bah, je vous rejoins, moi aussi, je pense que je suis une mère pas mal. Enfin, je trouve que mes enfants ont l'air plutôt heureux de leur vie et moi, je passe des super moments avec eux. Et pareil que vous, il y a des moments où je m'énerve, il y a des moments où je vrille, il y a des moments où sûrement je prends des mauvaises décisions, où peut-être je crie trop fort. Et sur le moment, je m'en veux, mais je trouve pas que dans l'ensemble, ça impacte de manière profonde leur développement. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un équilibre qui va plutôt bien. Et comme Laetitia, j'ai l'impression qu'ils sont contents de leur maman. Donc voilà, pareil. Maintenant, je pense que alors à l'époque, m'énerver contre mon fils, ça me rendait détestable à mes yeux. Et je pense que maintenant, en fait, je vois ça plutôt comme pouvoir lui montrer que moi aussi j'ai mes limites et que je suis pas à sa disposition. Et ça aide. En fait, des fois, oui, je m'énerve, des fois, je m'énerve. Des fois, j'ai pas envie de lui faire un câlin. Et je vais pas me culpabiliser parce que j'ai pas envie de lui faire un câlin. C'est juste, je suis une humaine, je suis une mère, mais je suis pas que ça, et donc je suis pas à sa disposition. Et je pense que ça l'aide pour plus tard, de savoir que non, les gens sont pas à leur disposition. Je suis entièrement d'accord. Ah bah, clairement. Je suis entièrement d'accord avec toi. La famille, ça reste une mini-société et ça t'apprend quand même les règles de base de la vie en société parce que nous sommes, spoiler alerte, des êtres sociaux et quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille le dire, on a toujours été des êtres sociaux, il y a toujours eu des règles de vie et faire tout tourner autour de l'enfant, c'est, à mon sens, pas leur rendre service pour ça. Je suis d'accord. Moi aussi. Je suis d'accord aussi. Je pense qu'en tant que prof, on a la casquette trop complète. Pardon, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Et ben, je trouve que c'est une belle conclusion. Ouais, je trouve aussi une très belle conclusion. Je m'envoie des fleurs, hein, mais... Mais tu as raison. Sois ta meilleure amie et pas ta meilleure ennemie. Oui. D'ailleurs, j'ai pas répondu à la question, mais à part que j'aimerais avoir plus de temps et avec eux et pour moi pour faire. Je trouve que j'ai tellement de projets que je voudrais être partout. À part ça, ouais, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Je suis contente de ce que je fais maintenant. Et ça a été un long chemin aussi. Et donc voilà, merci énormément les filles pour ce moment. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue. Je me doutais que j'allais aimer ce moment, mais vraiment j'ai adoré passer cette heure à discuter avec vous. C'était super intéressant. J'espère que les auditrices trouveront ça aussi intéressant. Je ne ferai pas de coupe. Peut-être si j'avais dit que je couperais un moment, mais je sais pas si je vais avoir la foi d'aller le couper, je ne sais pas, on verra. Est-ce que vous avez envie chacun de votre tour de dire un mot de la fin? Sarah.
Oh, tu me prends au dépourvu. Ouais. Hmm. Euh, ouais, moi je dirais que ce qui est important, c'est quand on se sent vraiment trop nul, c'est de se faire aider, pas forcément Mm. par des professionnels, mais il peut y avoir des copines ou des parents qui sont bien autour de nous et qui arriveront à nous faire comprendre que oui, on est quelqu'un de bien pour notre enfant et puis dans la vie. Voilà. Et le plus souvent, quand on se pose la question, c'est qu'on est une bonne mère. Donc toi qui nous écoutes, tu es une bonne mère. Eh ben, vous m'ôtez les mots de la Léna bouche parce que j'allais dire la même chose que Sarah. J'allais dire, si on se sent pas à la hauteur, si on se sent pas une bonne maman, c'est très probablement que c'est faux. Et dans tous les cas, il faut trouver des proches de confiance vers qui se tourner. Des proches qui soient des amis, de la famille, et si c'est pas le cas, un professionnel. Mais voilà, je répète ce qu'a dit Sarah parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Et ben Sarah, Laetitia, Léna, un grand merci. Je vous dis à très très vite parce que on se parle tous les jours. et vraiment merci d'avoir ouvert ce format avec moi. Laetitia, merci de m'avoir motivée à lancer ce format. Je suis très très heureuse de le faire. Et voilà, je vais pas pleurer mais presque. Et ben, merci beaucoup Manon pour ton invitation. Merci. Sur ce, à très vite.